Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors maintenant, on va aborder un peu plus la manière d'aborder les matchs mentalement. Et justement, toi, est-ce que tu avais une manière d'aborder ton match mentalement? Est-ce que tu avais une routine particulière? Oui, je crois que la préparation de match, c'est ce qui m'a le plus frappé depuis que je suis les joueurs. C'est maintenant 4-5 ans après le Qatar et maintenant les joueurs français. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est comment les joueurs préparent les matchs. Moi, je suis effaré de voir, on peut voir un joueur 20 minutes avant le match discuter. Moi, personnellement, quand j'avais un match, la journée entière était consacrée vraiment au moment où j'allais rentrer sur le court. Tout était minuté, je savais exactement ce qui allait se passer et surtout éviter toute inattendue, toute chose qui ne pourrait pas, qui ne devrait pas se passer. Donc, je savais exactement que j'allais marcher du cours d'entraînement, que j'allais aller manger, que j'allais aller dormir, ce que j'allais faire pratiquement du lever jusqu'au match. Et il fallait surtout pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne se mettre dans la machine. Donc, pour ça, il y avait mes entraîneurs autour qui faisaient écran et qui empêchaient que n'importe quoi d'anormal se passe. Donc toi, à la journée du match, tu te consacrais à la concentration et à aller jouer finalement. Depuis le réveil, en fait. Depuis le réveil, on y pense. C'est pas possible de se réveiller en ayant un match le jour. Et la première chose à laquelle je vais penser en me réveillant, c'est au match. Et puis petit à petit, l'intensité de concentration va monter, de stress. Et c'est les pires moments, en fait, jusqu'à ce qu'on commence à taper les premières balles, où là, ben voilà, il faut laisser parler le corps et laisser parler les gestes. Oui, mais avant les matchs, on peut avoir des scénarios dans sa tête. Toi, justement, comment t'arrivais à gérer ces pensées avant les matchs? C'est-à-dire, moi, je le prendrais plutôt du côté de calmer son excitation du match, puisque voilà, c'est ce qu'on attend. C'est ce pourquoi on s'est entraîné, c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour jouer le match. Donc, bien sûr, c'est un mélange d'excitation, de stress, on peut l'appeler comme on veut. Mais pour ma part, c'était un jour de fête, un moment de fête, de pouvoir faire ce match. Et ma préoccupation, c'était de savoir est-ce que je vais être préparé le mieux possible pour y arriver. À partir de là, ben, le jour où j'étais pas blessé, j'étais en forme, ben, je trépignais d'impatience que l'heure arrive. Et c'est pour ça que très souvent, j'aimais pas jouer en dernier à 8 heures ou à 9 heures le soir. Je préférais jouer à 10 heures ou 11 heures du matin pour que cette tension soit le plus courte possible et que directement, ben, le match commence et que je puisse me relâcher. Et pendant le match, il y a plein de joueurs qui ont du mal à gérer, par exemple, quand ils font des fautes, une erreur ou qui jouent mal. Toi, comment t'arrivais à gérer ces moments-là? Eh ben, il y a qu'à s'en prendre à soi-même. Je crois que quand on joue mal, ben, ça veut peut-être dire que les entraînements n'ont pas été assez assidus, qu'on n'a pas adopté la bonne mentalité. C'est-à-dire que on prend les entraînements un petit peu à la relâche et puis le jour du match, on s'attend à faire des miracles. C'est le contraire. On sait très bien que pendant un match, le niveau baisse. C'est impossible pour tous les joueurs de jouer au même niveau à l'entraînement et en compétition. Donc, il faut accepter. C'est une question d'humilité. C'est une question d'accepter les défaites qui sont très fréquentes dans le tennis et ne pas se dire ah j'ai raté un coup droit, c'est pas possible. Si c'est possible et ça arrive même aux meilleurs joueurs du monde de rater des balles. Et ben être plus rigoureux et plus exigeant avec soi-même. Donc pour toi, c'est une question d'accepter l'erreur et de passer tout de suite à autre chose. Exactement, se rendre compte de ses erreurs et essayer de corriger et de penser à la suite, à ce qui va arriver, ce match-là et au match d'après, etc. Alors il y a certains sportifs, parfois, qui font l'expérience de ce qu'on appelle le flow en psychologie, c'est-à-dire un moment ou un match où tout va rentrer comme tu voulais, où tu te sens libéré. Est-ce que toi, tu as connu ce genre de match une fois ou plusieurs fois dans ta carrière?
Oui, tout à fait. Il y a quelques moments quand même dans le tennis où tout se passe très bien, Oui. malgré que c'est rare. Il y a souvent des hauts et des bas dans un match. C'est très rare de faire un match parfait ou dans ces cas-là, on n'éprouve pas une très grande satisfaction parce que ça voudrait dire que l'adversaire n'était pas au niveau. Donc, les plus beaux matchs, les plus beaux souvenirs, ça a été les matchs où justement c'était en dents de scie où je pensais pas que je pouvais gagner, puis finalement j'ai réussi à gagner même en jouant pas très bien. Euh, Ceux qui se sont passés sur un tapis rouge où j'ai gagné 6-1, 6-2, où j'ai joué super bien, c'est vrai que c'est moins plaisant, mais de temps en temps ça peut arriver. Alors si on parle de moment du match, moi j'avais envie de savoir ce qu'on pouvait ressentir la première fois qu'on se retrouve en huitième de finale à Roland-Garros contre André Agassi. Voilà, comment ça se passe à ce moment-là, justement, dans la tête et dans les émotions? Alors là, la première fois, c'est horrible. La première fois, c'est horrible, et puis ensuite, ça devient fabuleux. C'est vrai que pour mes souvenirs, c'était très tendu. Alors là, pour parler de niveau de jeu, là, c'est impossible de jouer son niveau de jeu. Vraiment, tout change. Euh, Jouer devant autant de spectateurs, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, il a fallu adopter la situation. Et puis ensuite, comme je viens de le dire, c'est fabuleux. J'ai eu l'occasion de jouer à Wimbledon aussi, sur le Central 2 fois, à l'US Open, à l'Open d'Australie aussi. Et donc là, on en redemande. Et puis ensuite, ça devient un petit peu terne quand on se retrouve dans un tournoi avec 200 personnes dans les tribunes. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis voilà, ça donne un goût de revenir. Et c'est encore un nouvel outil pour pouvoir progresser, pour pouvoir se motiver à vouloir rejouer sur ces grands cours. Alors là, tu as été pris un peu par l'attention, par les spectateurs, par l'événement. Est-ce que tu t'es pas dit que c'était quand même une belle étape dans ta carrière à ce moment-là? Ben, c'est vrai que sur le coup, pour revenir sur ce premier match contre Agassi, c'était sur Suzanne Lenglen à Roland-Garros. Donc, bon, ben, Suzanne Lenglen, j'étais venu en tant que spectateur, j'avais beaucoup vu à la télévision ce cours. Mais bon, une fois qu'on est là, au milieu du cours, et qu'on voit tous ces spectateurs autour, il y a énormément de choses qui sont là et dont on n'a pas l'habitude, puisque moi, le terrain de tennis, j'ai passé des heures et des heures dessus, il n'y a aucun problème. Mais là, c'était tout ce qu'il y avait autour, ces centaines de photographes, ces milliers de spectateurs. Il n'y a pas de secret, il faut le vivre pour pouvoir l'apprivoiser, pour pouvoir s'y sentir mieux les fois d'après. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, je faisais abstraction et 10 ans plus tard, quand je suis rentré sur le cours central en Australie contre Roddick, bon ben là, j'ai fait complètement abstraction de tout ce qu'il y avait autour et j'ai réussi à me concentrer sur le match et là, à jouer un tennis, je dirais normal. Justement, j'allais te parler de ce match-là qui a été un peu mythique dans ta carrière et bah, j'étais intéressée de savoir comment tu as géré les hauts et les bas, les retournements de situation dans un match où il y a eu beaucoup d'émotions, j'imagine. Ben, ce match, si mes souvenirs sont bons, j'avais qu'une chose en tête. Euh, il y avait ni Roddick ni rien du tout. C'était une place en demi-finale. C'était la 4e fois que j'arrivais en quart d'un grand chelem et vraiment, j'avais à cœur de pouvoir atteindre le dernier carré. Donc il y avait que ça dans ma tête. C'est il faut passer ce match pour se retrouver en demi-finale. Malheureusement, j'ai une balle de match à 5-4 au troisième. Et puis ensuite, bon, ben, on connaît la fin. À 19 partout, je me suis fait breaker. Je perds 21-19. Je crois que pendant le match, comme je viens de le dire, voilà, il y avait cette volonté de lâcher aucun point, d'essayer de gagner ce match. Et puis, je dirais qu'à la fin du match, c'est un de ces rares matchs où bah, finalement, j'étais pas si déçu que ça d'avoir perdu puisque j'avais essayé de défendre mes chances au maximum et que voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient été montrées dans ce match, euh, du fair play et surtout après ce match, il y a énormément de gens
qui m'ont suivi, qui ont découvert un nouveau joueur, et ça a eu un impact médiatique énorme. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir pu participer à ce match, surtout que maintenant avec le nouveau règlement, il y aura plus de matchs très longs comme ça, puisque les tie-breaks ont été instaurés à 6 partout en Australie. Et est-ce que tu as encore des souvenirs justement de certains moments de ce match, de ta manière de penser, je sais pas, sur la première balle de match, est-ce que tu te souviens encore de comment tu as géré tes pensées pendant ce match? Disons que dans le feu de l'action, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que essayer de renvoyer ces services qui arrivent, essayer de faire bien les choses, de rester concentré. Après, effectivement, celui-là, il dénote un petit peu des autres, puisque le match a duré plus de 5 heures. Mais j'ai souvent vécu ce genre de situation dans d'autres matchs, sur des petits cours, à l'abri des regards. Et donc, quand on est dans le truc, on essaye de mettre des œillères et vraiment de se concentrer sur sa routine de jeu, sur ses points forts, et puis essayer d'attendre une faiblesse pour profiter de finir le match. Je crois que Roddick, il a fait sa meilleure année cette année-là. En 2003, il finit numéro 1 mondial. C'était un bon joueur, et comme je viens de le dire, il faut pas non plus toujours se sentir, une fois que la défaite est là, se sentir rabaissé. Pour ma part, c'était une bonne chose. Et maintenant, des années plus tard, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose de le gagner, ce match, dans ta carrière? J'aurais peut-être été finaliste même, mais avec des si, j'aurais pu perdre au 2e tour ou au 3e tour, où j'ai eu des matchs difficiles, des matchs contre Arnaud Clément en 5-7, j'avais battu Ferrero aussi en 5-7. Donc bien sûr, je pourrais aujourd'hui m'inventer une vie en me disant j'aurais pu faire finale à l'Open d'Australie, mais bon, avoir joué ce quart de finale, ça me suffit. Je suis content de cette performance. Et est-ce que toi, tu avais des joueurs qui t'ont inspiré dans leur manière de gérer les matchs, dans leur état d'esprit? Je crois que moi, ça a été Ivan Lendl, celui qui m'a le plus inspiré. Bien sûr, il y a eu Yannick Noah en 83 quand il a gagné à Roland-Garros. Mais Ivan Lendl, surtout pour ce qu'il montrait en dehors du tennis, tout ce qu'il a pu apporter en termes de préparation physique, où avant lui, des joueurs comme McEnroe, Borg faisaient des petits footings, n'étaient pas vraiment des joueurs qui s'entraînaient physiquement. Et moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le tennis, c'est faire tous ces entraînements physiques à côté. Donc, il faisait du vélo, il faisait de la corde à sauter, il faisait beaucoup de musculation. Donc, mon modèle quand j'avais 14 ans, c'était Ivan Lendl. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune joueur qui a du mal à gérer ses matchs mentalement? C'est une voie difficile. Ce que je pourrais conseiller aux jeunes qui veulent devenir joueurs professionnels, c'est que c'est pas facile. Il faut voir les deux côtés de la médaille, ne pas simplement voir que les joueurs gagnent beaucoup d'argent et sont connus, etc. Mais en même temps, c'est une opportunité magnifique. Je crois que pour ceux qui aiment le sport, en tout cas, de pouvoir gagner leur vie en faisant du sport. Et c'est surtout de pas lésiner sur les efforts, quoi. C'est ça un petit peu mon conseil. C'est de le faire par amour pour le sport, parce qu'on aime ça, et ne jamais l'oublier. Voilà. Sinon, il faut faire autre chose. Retrouvez-moi avec un nouvel invité dans un prochain épisode de Gamberge.